Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour, je me présente, mon nom est Basma, puis aujourd'hui, nous sommes avec le comité de diversité et inclusion de droit civil de l'Université d'Ottawa. Nous avons parmi nous la présidente Nivin Ferjani. Nivin, pourrais-tu nous présenter le comité? Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Le comité diversité, inclusion et équité vise à promouvoir un environnement inclusif et respectueux où chacun se sent valorisé et accepté dans la faculté de Civil Law à l'Université d'Ottawa. Nous allons discuter de la neurodiversité et pour cela, nous avons des invités entre nous qui partageront leur expérience personnelle sur le sujet. Je vous présente Katrina Gagné. Katrina est une étudiante de deuxième année à la licence en droit à l'Université d'Ottawa. Et James Verano, qui est lui aussi étudiant de deuxième année à la licence en droit à l'Université d'Ottawa. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour avoir gracieusement accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Bienvenue. Non, Je vais commencer avec la première question. Comment vous définissez la neurodiversité personnellement? Pour toi, Katrina, en premier, ensuite James. OK. En fait, la neurodiversité, c'est un concept qui est utilisé dans les mouvements sociaux et qui inclut différents troubles neurodéveloppementaux afin de combattre le capacitisme. Le capacitisme, en gros, selon l'OEPKI, dans l'Encyclopédie canadienne, c'est la discrimination, des préjugés ou des partis pris systémiques à l'encontre des personnes en situation de handicap. En gros, les personnes handicapées, le capacitisme, on pense que c'est que les personnes handicapées ont moins de valeur que les personnes non handicapées, et c'est associé au même titre que le racisme ou le sexisme, selon l'encyclopédie toujours. Ce mouvement est reconnu par le symbole qui est l'infini arc-en-ciel, et le mouvement de neurodiversité permet de faire reconnaître les personnes dans leur façon d'être, leur façon de réfléchir, leur façon de s'exprimer et leur façon de travailler. Parfait, merci. Et pour toi, James? Ben moi, ma définition n'est pas autant, pas autant éclaircie que celui de Katrina. Je crois que c'était une super belle définition que tu as donnée. Moi, je considère juste ça comme un handicap mental qui peut-être affecte l'égalité entre les étudiants. Je sens que la neurodiversité, c'est quelque chose qui ne me rend pas incapable de faire des actions ou des travaux, mais c'est sûr que c'est un obstacle. C'est comme ça que je considère tout ce qui est neurodiversité. En même temps, tu fais des choses à ta propre manière, que c'est pas nécessairement comme les gens normaux vont faire, mais tu vas le faire d'une certaine manière et on a toute notre manière de faire, non? Exactement. Yeah. C'est juste que la manière dont je dois le faire, je crois que c'est le mot « doit », c'est parce que le mot « doit » est super important dans ce contexte-là, c'est parce que à cause de ma neurodiversité, il y a des actions que je dois entreprendre, telles que être un peu plus organisé que le reste, parce que sinon, si moi j'ai pas mon calendrier, c'est sûr que je vais manquer des événements, c'est sûr que je vais oublier. Et donc, c'est vraiment le mot « doit » que je veux vraiment mettre de l'emphase. OK, parfait. Donc, la deuxième question pour vous est quels types de conditions sont souvent inclus dans la neurodiversité? Originellement, les troubles neurodivergents acceptaient seulement le trouble du spectre de l'autisme, le trouble dont j'ai. Maintenant, on a décidé d'agrandir les troubles neurodivergents. On l'a agrandi au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. La définition est que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDA ou -H, et un trouble neurodéveloppemental caractérisé par l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité. Ensuite, on a le trouble du spectre de l'autisme, le TSA. L'autisme est un trouble permanent du développement neurologique. Il a des répercussions sur l'intégration sensorielle, la communication sociale, la capacité d'exécuter certaines tâches, la gestion des émotions et du comportement. Et ensuite, dans le cadre du droit, en fait, aussi, surtout, là, l'autre trouble neurodivergent qui est accepté, c'est les troubles d'apprentissage.
Donc, les personnes qui ont des difficultés persistantes dans l'apprentissage. Et ça, c'est malgré les interventions et les adaptations. Dans le cadre, en fait, qui s'appliquerait dans le droit et qui serait un trouble d'apprentissage dans le droit civil, ça serait la dyslexie et la dysorthographie. Et aussi, un autre qui est ajouté, mais qui est plus ou moins, c'est encore en situation de débat, c'est la douance, donc le haut potentiel intellectuel. Parce qu'en fait, la douance, oui, la personne va réfléchir de façon différente encore, c'est complètement normal, mais il y avait des idéologies qui disaient qu'en gros, ce n'était pas un handicap, la personne était même privilégiée. Donc ça, ça, c'est une idéologie, mais moi, j'accepte aussi la douance, mais dans le cadre du droit et de la discussion aujourd'hui, ça regroupe le TDAH, l'autisme et les troubles d'apprentissage. J'ai une petite question. Personnellement, je ne sais pas c'est quoi la douance. Est-ce que tu pourrais plus m'expliquer? Oui, la douance ou être HPI, au potentiel intellectuel, c'est les personnes qui ont une intelligence supérieure à la normale. C'est notamment évalué par le test QI. Moi, personnellement, ma psychologue pensait que j'étais juste un HPI avant de diagnostiquer mon autisme. Elle pensait juste que j'étais une personne très, très, très intelligente. Et c'était tout. Finalement, c'est les deux. Parce que comme ça peut être en comorbidité, là, mais la douance, c'est vraiment le fait que la personne est plus intelligente que la normale et c'est démarqué de la société aussi. On voit la grosse différence. Mais je vous avoue que je pense que pas mal tout le monde a droit à une douance. Et toi, James? Pour moi, les conditions, je crois qu'il y a beaucoup de conditions émotionnelles qu'on tend à oublier quand on parle de la neurodivergence. Je crois que le fait que une personne qui est neurodivergente, on va dire dans mon cas le TDAH, je sens que sur un plan émotionnel, les conditions, c'est que c'est comme presque tu sais tu as un désavantage. Puis le fait de savoir tu as un désavantage, ça a beaucoup d'impact sur le mental après. C'est presque comme tu sens que tu n'es pas autant apte que quelqu'un d'autre dans la classe. Et je crois que c'est un point qu'il faudrait vraiment mettre de l'emphase dessus. Parce qu'on tend juste à associer la neurodivergence au fait qu'on ne peut pas faire des actions autant bien même pas autant bien, mais autant normal, on peut dire, que quelqu'un d'autre qui est... Qui ne l'a pas. Neurotypique. Neurotypique, c'est ça le mot. Merci beaucoup. De rien. Et pourquoi est-il important de reconnaître la neurodiversité dans un environnement scolaire ou professionnel? En fait, au banc d'école, pourquoi c'est important de le reconnaître? Dans un environnement scolaire, c'est utile car les personnes neurodivergentes ne traiteront jamais l'information de la même façon qu'une personne neurotypique et ça s'exprime dans la même façon que aussi cela permet d'avoir l'égalité des chances. Donc, c'est pour ça aussi que les personnes neurodivergentes ont des accommodements scolaires. C'est pour que la personne neurodivergente ait les mêmes chances qu'une personne neurotypique. Les personnes neurodivergentes ont aussi la plupart un handicap. L'handicap qui est, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme ou le TDAH, s'il est très sévère, s'il est léger, ne compte pas comme un handicap, malheureusement, selon le gouvernement du Québec. Et ça permet justement qu'ils soient accommodés et qu'ils puissent s'épanouir à l'université. Et ça, pas juste en droit, c'est dans toutes les facettes et aussi au travail. Toujours dans le milieu scolaire, le fait d'intégrer la neurodivergence dans le milieu, ça permet aux étudiants de se sensibiliser sur le sujet et d'essayer de comprendre et d'aider les personnes neurodivergentes à s'intégrer plutôt que d'exercer l'ostracisme, chose qu'une personne neurodivergente a vécu au moins une fois dans sa vie ou même plusieurs fois. Pour le travail, savoir comment ton employé fonctionne, c'est la clé pour un employeur. L'employé doit avoir le meilleur rendement possible, donc il faut aller chercher les compétences de l'employé, et ce, par rapport à son handicap ou son trouble neurodivergent. Beaucoup de personnes neurodivergentes ont aussi de la difficulté à garder des emplois ou à en avoir tout court parce qu'ils sont sujets à de la discrimination, des préjugés, et aussi parce qu'ils vont s'attendre à ce qu'une personne neurodivergente, là, moi, je parle notamment dans le cas de l'autisme, parce qu'il y a un taux de chômage très, très élevé chez les personnes autistes. C'est difficile parce que ils s'attendent à ce qu'une personne autiste soit capable de fonctionner comme une personne neurotypique, alors qu'on le rappelle, c'est un handicap qui touche les fonctions exécutives. Donc, toutes ces choses-là que j'ai parlé, c'est important pour l'employeur de connaître et de ne pas discriminer de plus. Aussi, les employeurs doivent s'adapter et permettre à l'employé de donner son meilleur rendement, tout comme à l'école.
Mais je veux vraiment attaquer au point que Katrina a dit par rapport aux préjugés. Je crois que le préjugé découle du fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans la neurodivergence. Puis je sens que les établissements scolaires puis les ordres professionnels doivent prendre ça en compte. Et je sens que beaucoup de gens, ils ne comprennent pas exactement c'est quoi. Ou même quand ils comprennent c'est quoi, ils ne veulent pas comprendre comment une personne se sent qui a une divergence. C'est presque comme, c'est comme une excuse. Ah, c'est une excuse que j'ai 3 heures de plus. Puis c'est un avantage que j'ai par rapport aux autres. C'est pas un avantage parce que la seule raison pourquoi on a ces 3 heures de plus ou on a des notes écrites par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire ce que les neurotypiques peuvent faire. Puis est-ce que vous voyez une certaine évolution par rapport à ça? Genre, avant, c'était plus un sujet tabou, mais maintenant, est-ce qu'on en parle de plus en plus? Ou est-ce que c'est plus abordé à l'école? Est-ce qu'il y a plus de ressources pour vous? On en parle de plus en plus, mais pas beaucoup de personnes s'est intéressées par ça. Moi, je peux notamment le dénoter par les commentaires que je reçois et qu'on va parler prochainement dans les prochaines questions. Donc, je n'aimerais pas tout de suite pour pas spoiler. Mais oui, là, il y a de plus en plus de sensibilité, il y a de plus en plus de mobilité sur ces sujets-là, mais c'est extrêmement difficile encore parce que les préjugés doivent être cassés. Et ouais, ça répond à la question, je pense. Okay, merci. Donc, quel rôle pensez-vous que les autres étudiants et les enseignants peuvent jouer pour favoriser un environnement inclusif pour soutenir les étudiants neurodivergents? Je crois qu'on a un peu touché dessus, mais si vous voulez en rajouter. Moi, ce que j'avais dénoté, du moins, c'est que les professeurs gardent leur rôle de professeur, ce qui est totalement normal. Puis, c'est pas tous les professeurs aussi qui font ça. C'est une dénotation générale que j'ai remarquée, même pas à l'université, mais au cours de ma jeune vie de 22 ans. Là. Les professeurs, ils pourraient essayer d'expliquer de façon moins vague et plus détaillée. Donc, comme ça, c'est adapté aux personnes neurodivergentes parce que... chose que je sais et que je connais par soit le biais de mes amis ou de mon expérience personnelle, c'est que les personnes neurodivergentes sont très curieuses et ont besoin de beaucoup de détails pour comprendre et analyser la situation correctement. Il ne faut pas non plus laisser des mots interprétation. Donc, par exemple, les manières d'exprimer certaines questions dans certains examens pourraient être retravaillées. Moi, c'est une de mes plus grandes difficultés présentement, c'est puisque j'ai un handicap de la communication, justement, ça va s'appliquer aussi à l'écrit, parce que c'est de la communication. Et je peux interpréter déjà juste de façon orale ou de façon écrite plusieurs sens à la question, et je dois passer un certain temps à savoir comment répondre à la question correctement. Et ça, c'est une chose que je trouve que peut-être pourrait être travaillée, mais sinon, on s'adapte, hein, mais c'est une chose que j'ai remarqué. Ça, et les choix de réponse, des fois, il y a des choix de réponse qui laissent à grande interprétation et qui jouent dans la tête beaucoup. Et si c'est difficile pour une personne neurotypique, imaginez une personne neurodivergente. Je peux l'affirmer, vraiment. Moi, je sens, je vais pas le cacher, je sens que l'évolution par rapport à la neurodivergence, je sens que ça a beaucoup évolué d'une bonne façon. Moi, je sens ici à l'Université d'Ottawa que je suis assez bien encadré. J'ai beaucoup... En tout cas, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je sais très bien que, ils me donnent 3 heures de plus. J'ai des notes qui sont décrites pour moi. Si je peux aller voir le prof après le cours, puis il va me comprendre. Je sens que l'Université d'Ottawa fait un bon travail par rapport à ça. Moi, je sens que c'est vraiment entre les élèves qu'il faut vraiment changer la perspective de la neurodivergence. Je sens que c'est encore très tabou. À chaque fois qu'on parle, tu vois le malaise. Tu vois le malaise ou tu vois du jugement. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on dirait presque comme c'est une excuse. Où je joue la victime. Puis des fois, je sens que je joue la victime parce qu'on a dit tantôt, c'est un désavantage. Je sais que c'est un désavantage, mais je veux pas que les autres se sentent comme j'ai des avantages par rapport à eux. Je suis autant égal à eux. Et la seule raison pourquoi j'ai ces accommodements, c'est à cause de ma neurodivergence. C'est ça que je sens que tous les élèves doivent comprendre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que même
genre, depuis mon parcours ici, c'est ce que j'entends, tu sais, veux pas, sans vouloir, j'entends les conversations aux alentours et j'en entends des choses qui sont plus ou moins acceptables sur les personnes neurodivergentes qui glissent des bouches. Après, je peux pas juger parce que, écoute, je suis autiste, je dis des affaires aussi que des fois, c'est pas... il faut pas, tu sais... puis après ça, je m'en rends compte et je m'en excuse, bien sûr. Mais, une personne, il faut pas, dans le fond, aussi, ce que j'entends aussi, beaucoup de commentaires sur, justement, quand les personnes neurodivergentes parlent, j'entends du... sur ça, et peut-être aussi, moi, un conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est comme une personne neurodivergente ferait. Nous, on laisse la chance dans le sens que, si ça sonnait bizarre, on va pas commencer à juger tout de suite, on va poser des questions pour bien comprendre ce que la personne voulait dire dans son point de vue pour pas faire des jugements et des a priori. Et je conseillerais de faire la même chose, de poser des questions claires et concises sur pourquoi est-ce que la personne elle a dit ça, dans quel sens il faut que je l'interprète, plutôt que de se faire des interprétations rapides. Je crois que ce que moi j'ai vu à Fauteux, surtout, durant les conversations qu'on voit après les examens, surtout, c'est l'aspect du temps. C'est l'aspect du temps que je crois qui est souvent amené à l'avant. Mais comme vous avez très bien expliqué le raisonnement derrière et pourquoi vous avez vraiment le droit de faire ça, je crois que c'est un aspect qui devrait être plus parlé entre les étudiants et non seulement lancer « Ah, ils ont plus de temps, donc ils vont sûrement avoir une meilleure note. Ouais. » Je crois que c'est pas juste. Je crois que ça nous met pas sur un pied d'égalité. Ça va à l'encontre de pourquoi même l'université a mis en place un plan de match pour les étudiants qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment un aspect dont je trouve qu'on devrait améliorer, même entre nous. Ouais. C'est un excellent point parce qu'à chaque fois que je sors de l'examen, j'entends quelqu'un dire « Ah, ben moi, je vais me chercher un diagnostic de TDAH. » Mais c'est pas... C'est pas si facile. Ouais, c'est pas comme un Pokémon que tu peux aller juste chercher n'importe où. Là. Non, on est tellement... En plus, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, là, je me suis fait emotional damage. Je le savais même pas. Elle m'observait sur tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Vraiment, t'es à découvert, là. Fait que même si t'essayes de le faker, ça marchera pas. Ils vont le voir. Mais ouais, ça c'est vrai. Mais tu vois aussi, j'ai deux amies, elles n'ont pas d'accommodement, ils font l'examen en classe, puis quand ils voient qu'ils ont fini flush là, l'examen, ils sont comme, ils se parlent entre eux, ils sont comme, ouf, une chance Katrina avait ses accommodements parce qu'elle aurait pas réussi, tu sais, comme une chance qu'elle les a, tu sais, fait que... Mais c'est exactement ça, j'ai pas une chance, genre on n'a pas une chance d'avoir ça, tu sais, mon examen, mon 3 heures, comme, je le finis après 3 heures, comme j'utilise chaque minute qui me donne parce que ça me prend tellement de temps pour faire un examen. C'est ça la raison. Puis il faut que vous compreniez, il faut que les gens ils comprennent ça. Puis aussi, quand ils disent « Ah, je vais me chercher un diagnostic », comme Katrina a dit, c'est un moment hyper vulnérable, être avec un psychologue. Genre, c'est pas quelque chose que tu veux faire. C'est pas vraiment quelque chose que tu veux faire. Donc, appréciez juste appréciez les gens autour de vous, appréciez ce que vous aviez et ensuite juste apprécier qu'est-ce que vous voulez. Je vais terminer là. Mais c'est vrai, en plus, les gens, ils pensent juste au temps supplémentaire. Ils pensent pas à la raison. Et c'est vraiment important de parler de ça et juste de spread the word à Fauteux pour que les gens ils comprennent que c'est pas juste du temps supplémentaire. C'est parce que j'ai une condition et ma condition est que je vais prendre plus de temps à interpréter, je vais prendre plus de temps à réfléchir. Analyser. Exactement. Lire même. Exactement. Qu'une personne neurotypique devrait faire l'examen, mettons, en 3 heures, mais une personne qui est neurodivergente, elle va prendre plus de temps à cause de ces facteurs. Donc, c'est vraiment important de parler de ça, actually. Moi, comment je le vois aussi, là, quand les gens ils font des commentaires sur ça, je dirais, genre, tu sais, c'est comme... Chialer sur ça, c'est comme chialer qu'il y a une rampe pour personne en chaise roulante. 100%. C'est la même chose où c'est comme chialer parce qu'une personne diabétique doit prendre sa pénicilline, je pense. Insuline. Insuline, c'est ça, merci. On n'est pas des étudiants en médecine. Ouais, c'est ça, on n'est pas en médecine. Mais c'est la même chose. Et puis, c'est l'analogie aussi que les gens doivent se faire. Là. C'est le même lien. Voilà, on peut pas retirer
des droits à une personne en chaise roulante à avoir une rampe, puis c'est la même chose pour nous. Sauf que nous autres, on n'a pas besoin d'une rampe, bien sûr. Ben après un leg day peut-être, là, mais... mais ouais, je suis totalement d'accord. Puis on le voit même, on étudie en droit, une des principes fondamentaux de la Constitution, c'est la protection des vulnérables. Donc, on est vulnérable mentalement, c'est juste que vous le voyez, ça se voit pas. Ben, peut-être des fois, ça se voit avec mes questions en classe, là, mais ça se voit pas. Oui, ça se voit pas physiquement. Oui. Bon, ben, on a un peu répondu à ça, mais si vous voulez rajouter, quels sont, selon vous, les avantages et les défis pour une personne neurodivergente dans le domaine du droit civil? Moi, je vais parler du cas de l'autisme parce que, ben, ça... Voilà, c'est logique. Dans le fond, les avantages, je dirais... c'est que les personnes autistes ont un sens de la justice très, très, très aiguisé. C'est ce que je vois aussi dans les études, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup d'études, parce que forcément, une personne autiste va avoir son intérêt spécifique tournant sur l'autisme. Mais c'est ça, fait un sens de la justice très aiguisé. Et moi, personnellement, les qualités qui ressortent puis que j'entends le plus souvent quand, des employeurs, c'est que je suis méthodique, routinière et perfectionniste. Et ben, c'est parfait dans des rôles de gestion, justement. Un petit peu moins bien si on n'est pas dans un rôle de gestion parce qu'il va falloir suivre ce que la gestion veut et pas... En tout cas, fait que ça va partir dans les inconvénients. Puis les inconvénients, c'est par exemple en droit, surtout là, les zones grises. Là. Les personnes autistes ont un mode de pensée noir et blanc et très littéral, surtout. Moi, quand on me sortait des expressions, je les imaginais littéralement dans ma tête. Là. Fait que c'est ça. Puis, donc, mais tu sais, comme dire ça, ça veut pas dire que je suis pas capable de voir en gris. Je suis capable de voir en gris. Mais si c'est très, très gris, puis c'est genre, on le sait pas, puis on le saura probablement jamais, ça, c'est vraiment difficile pour moi. La gestion des imprévus, ça, c'est une autre affaire. C'est quelque chose qui est presque directement va me faire des crises autistiques. Par exemple, on va m'avertir que genre 5 minutes avant que ça arrive, qu'il faut que je prépare une affaire très, très, très rapidement. Même si je voudrais le faire, je serais pas capable parce que mon cerveau ne serait pas capable de traiter l'information autant rapidement. Et en conséquence, ça va affecter mes fonctions exécutives et ça va me prendre beaucoup, beaucoup de temps à me mettre dans des tâches après avoir été ébranlée par un imprévu ou une interaction sociale. Ça m'arrive souvent, là, comme là, après l'interaction qu'on a eue, là, moi, je suis pas capable de travailler, là, c'est fini. Et je vais aller me coucher, puis ça va être assez parce que je vais être encore en train de suranalyser les affaires, de réviser dans ma tête qu'est-ce qui s'est dit, est-ce que c'était correct, est-ce que c'était acceptable, etc. Et ça, c'est des choses que c'est vraiment difficile pour moi, justement. Ça, et si on vient me déranger à chaque 5 minutes pour me dire, est-ce que tu as fini? Oui, ça aussi, ça va déranger mes fonctions exécutives et donc va m'handicaper sur le travail. Ben, si Katrina voit noir et blanc, moi, je vois tous les couleurs de l'arc-en-ciel parce que avec le TDAH, c'est vraiment ma plus grosse difficulté, c'est la cohérence. La cohérence puis la consistance. Tu le vois dans mes examens, j'écris un argument, j'ai les bonnes réponses, mais plus que je suis en train de penser à 10 choses différentes durant l'examen, c'est presque comme mon argument est brisé en parties, puis il y a des mots qui manquent, puis peut-être il y a des parties où ce que je pouvais rajouter quelque chose, je pouvais pas rajouter quelque chose parce que je pensais à quelque chose d'autre, puis là, j'ai perdu du temps, puis ça, tu le vois aussi quand je parle avec des gens, peut-être, je vais parler, je vais être cohérent, mais là, je vais commencer à penser à quelque chose d'autre, puis là, je vais me couper la parole, puis là, je vais me dire genre, je crois pas que c'est that's what I meant, puis je vais commencer à avoir un peu d'anxiété. Comme, les gens oublient beaucoup que le TDAH, pour moi en tout cas, mais je parle beaucoup avec des gens qui ont du TDAH, ça leur donne un peu d'anxiété le fait qu'ils peuvent jamais rester focus sur une chose en même temps puis être dans le présent. C'est frustrant, mais on s'adapte, c'est sûr. Moi, je trouve que surtout cette année, je me suis adapté et je veux vraiment rapporter au point que j'ai dit au début, le doigt, c'est le TDAH, on doit s'organiser, on doit trouver des solutions, on doit prendre les mesures pour bien s'adapter à notre condition. Et c'est vraiment le point que je voulais toucher, c'est vraiment la cohérence puis la consistance. Je trouve ça, c'est mes plus gros obstacles. Surtout en cours. En cours, c'est dur de comprendre le point du prof. Parce que c'est sûr que je vais comprendre les premières 3 phrases, puis après,
après ça, je comprends plus, puis il faut que je relise mes notes au moins 3 fois pour comprendre vraiment c'était quoi le point que le prof voulait promouvoir. Puis des avantages? Ah, des avantages. Il n'y a pas d'avantages. Non. C'est le malheur. Ben, c'est sûr que, tu sais, dans mon cours de responsabilité, je crois que c'est le meilleur exemple, c'est la créativité. Le fait que j'ai tellement de pensées en même temps, ça fait en sorte que je suis capable d'aller chercher plus loin que la majorité. Je veux pas être arrogant, mais je sens vraiment que c'est ça. Comme tu peux même demander à Katrina en cours, je demande des questions super créatives. Des fois, ils font pas du sens, mais des fois, ils font du sens à cause du fait que je pense très... créativement, puis... Out of the box. Out of the box, exactly. C'est ça le point. Nevin l'a dit parfaitement. Je pense beaucoup out of the box à cause du TDAH. Puis tu as aussi un sens de la justice très aiguisé aussi. Oui. J'ai vu ça dans une étude. Merci. En même temps, tu serais pas ici si tu l'avais pas. Fait C'est vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. Très bien dit. Avez-vous l'impression que le milieu juridique est ouvert à la neurodiversité ou y a-t-il encore des idées reçues à combattre? On a un peu touché sur cela, mais si vous avez des mots à rajouter? Oui, c'est ça. Ben, moi, je vais dire ce qu'on me dit, mais je vais d'abord parler du milieu de travail, là, parce que personnellement, j'ai déjà travaillé dans le juridique auparavant. Fait que je dirais que ça n'a pas beaucoup été sensibilisé et ça se voit. Je suis en train d'essayer de réfléchir de comment dire ça de façon correcte, sans vous comprenez, pour que tout reste légal. Moi, personnellement, je compte changer ça. Je compte à ce que les employeurs soient sensibilisés sur ces causes-là. Parce que j'ai personnellement vécu des discriminations dans un de mes milieux de travail juridiques. Je nommerai pas la place, bien évidemment. Mais le pourquoi on s'acharnait sur moi et le pourquoi j'ai finalement quitté l'emploi, c'était pour des raisons qui étaient toutes reliées à l'autisme. Genre, je peux donner un exemple. Là, c'est un petit exemple, c'est vraiment minime. Là, c'est le moins pire, je trouve, de toutes les choses que j'avais vécues. Mais quand on m'a rencontrée, on m'a demandé, dans la rencontre pour mes collègues, de les regarder dans les yeux. Quoi? Quand ils me parlent, puis quand je leur parle, parce qu'ils trouvaient ça très irrespectueux et ils me trouvaient impolie et mal élevée. C'est... Attends, quoi? Ouais. Mais ça, c'est le moins pire, là. C'est vraiment le moins pire. Genre, quand je vous dis, à chaque soir, je revenais en broyant, là. C'était ça, là. C'était vraiment... je nommerai pas la place. Bien sûr, je veux pas nommer la place. Il est même pas... je ne veux même pas être associée à cette place-là. Donc, nulle part, j'ai marqué que j'étais associée à cette place-là. Par contre, comme je vous dis, c'est pas beaucoup, mais il y en a qui sont adaptés à ça. Quand j'étais technicienne juridique, j'ai fait un stage. Et le stage, j'ai adoré la place. Les avocats, les adjointes, la technicienne, il y en avait juste une. Très, très, très gentille. C'était dans ma ville natale. Là. Eux, ils m'ont bien inclus. Puis le pire, c'était avant mon diagnostic. Fait que genre, il n'y avait même pas de raison de pourquoi ça aurait pu arriver, mais je me sentais tellement aimé, inclus, valorisé. Et vous voyez, ben, il y a des places que c'est très, très, très correct. Et ben, cette place-là, je sais pas, est-ce que j'ai le droit de le nommer? Parce que vu que c'est un genre de, je sais pas, c'est une mention, mais en tout cas, je le nommerai pas, mais genre, en tout cas, cette place-là m'avait très, très bien traitée. En plus, ça paraît parce que t'es même en train de sourire, puis juste à penser à ça. Oui, c'est ça. Non, eux, c'était le fun. J'avais full aimé. En plus, je pense qu'un des avocats avait un TDAH, fait que c'est pour ça. Puis de mon côté, pour en général aussi, énormément d'idées reçues à combattre. Là. Je peux pas compter les fois où on me dit que j'étais pas autiste parce que j'avais pas de retard. On me dit... Non, mais en plus, je veux dire, comme plus en version comment qu'on me le dit, parce que là, j'essaie de le dire de façon soignée pour que ça soit acceptable, mais je veux dire comment que eux l'ont dit pour que vous le percevez. T'es autiste, mais pourtant, t'es pas retardé. C'est directement comme ça. Impossible. Après, ils t'ont dit que t'étais impoli. J'avais pas encore, là. C'est ça. J'en ai reçu, depuis mon diagnostic, peut-être
genre centaines de fois, genre énormément de personnes qui pensent que l'autisme, c'est forcément lié à un retard ou un déficit mental, mais ce n'est pas le cas parce que le retard, c'est une autre chose dans DSM-5. L'autisme n'est pas du tout relié à ça. Ça peut être rattaché à ça, comme ça peut être attaché au TDAH, comme ça peut être attaché à l'anxiété. C'est une comorbidité. Fait que, voilà. Ça aussi. Ça, et on me dit aussi, encore je vais dire dans les termes qu'on me l'a dit, ben pourtant t'es pas déformée, t'es belle. Oh. Les gens... Oh my God. c'est, Non, oui, mais- ça aussi, je l'ai entendu, je dirais peut-être 5 fois. 5 fois, on me l'a dit. Je trouve, c'est tellement... Oui. C'est décevant. Je vous dis. Choquée. Ça, il y a des gens, puis il y a quelqu'un qui a même mis l'emphase, puis en fait, il parlait de la trisomie. Il parlait de la trisomie, puis il avait associé l'autisme à la trisomie. Puis il était là, ouais, mais toi, c'est parce qu'il te manque un chromosome. Ou t'en as un trop, je sais plus c'est quoi, là, mais en tout cas, il m'avait dit manquer, mais je me semble que c'est la trisomie, il y en a un trop ou plusieurs de trop. Mais c'est ça, on avait associé ça à la trisomie aussi. C'est pas une excuse, c'est le fait que la personne n'est pas éduquée sur le sujet, mais quand même, je veux dire... Ouais, mais quand même, ça va te toucher à la fin de la journée. C'est un commentaire sans raison. Ouais, Sans raison, puis déplacé. Ouais. ça, puis on me dit sinon que je suis une femme, donc je suis pas autiste. Ça s'applique qu'aux hommes. Wow. Ça doit être Non. ça, ouais. Ouais, Il y a ça. une causalité quelque part. Non, ouais. C'est ça, parce que les femmes autistes vont pas agir de la même façon qu'un homme autiste. Ça, c'est pour ça. Moi, ma psy avait fait justement un genre d'étude sur ça, ou je suis pas sûre. Je sais pas trop comment elle me l'a apporté, fait que je vais pas rapporter ses mots directement, mais tu sais, elle avait travaillé sur l'autisme au féminin, puis ça avait dit, tu corresponds complètement aux critères de l'autisme au féminin, fait que c'est pourquoi tu as ton diagnostic. Mais bien sûr que je ressemblerais pas à un homme qui est autiste. De toute façon, je ressemble pas à James. Genre, dans tous les cas, je ressemble pas à un homme, fait que j'agirais pas j'agirais pas comme un homme, tu sais. Ça... On me dit c'est ça trop joli pour être autiste. Ou sinon, on me disait, oui, mais tu sais, tu m'as regardé genre 0,015 secondes dans mes yeux. Ça veut dire que t'es pas autiste. Ça, on me l'a dit aussi. Puis aussi, on m'avait dit, oui, mais tu sais, toi, t'es haut niveau de fonctionnement, là, fait que t'as pas vraiment de problème, là. Quoi? Comme t'es un robot, genre. Ouais. C'est quoi? C'est ça. Mais ça, c'est une affaire aussi. J'ai l'impression que le monde pense que je suis un robot à un certain point, que j'ai pas d'émotion parce que si je masse pas, je les montrerai pas. Là, j'essaie d'être expressive parce qu'on est dans un podcast, fait qu'on voit pas trop les gestes et la façon dont j'essaie de dire les choses. Mais ça, on me le disait souvent, puis j'ai souvent l'impression que le monde pense que je suis un robot aussi, dans le sens que si je fais une erreur, ça va être vraiment plus grave qu'une personne lambda, genre normal, genre peu importe, n'importe qui. Et le fait qu'on me dise que genre, c'est parce que tu as un haut niveau de fonctionnement, donc forcément, t'as pas moins de misère, genre, t'as moins de misère, etc., ça vient juste du fait que moi, je cache mes traits. Ça s'appelle le masking et on le voit pas. C'est pour ça. Mais je veux dire, viens chez moi, puis tu vas le voir assez vite quand je suis en train de me bercer comme ça, à lire mes affaires, là, ou genre que je passe peut-être toute ma journée au complet sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, à juste tricoter, parce que j'adore ça tout en écoutant des documentaires ou écoutant Interstellaire de suite, tout le temps. Ben là, on se dit, oui, peut-être. Mais voilà, fait il y a plein de commentaires, ou bien, genre, une affaire que j'ai reçue, c'était à l'école aussi. C'était t'es autiste, lâche pas, t'es une championne. Je pense qu'ils sont dans un manga. C'est quoi ça? Mais tu sais, je dis, veux pas, c'est drôle, tu sais, quand tu l'entends, ben t'es juste là comme, ouais. Mais tu peux pas réagir, tu peux rien faire, t'es comme... C'est ça, je suis juste ça. C'est exactement le visage que j'ai fait. C'était un merci. Mais ça, c'est des affaires genre, oui, il faut casser ça. C'est des commentaires qui se disent pas. Voilà, genre, qui se disent pas. C'est-à-dire, genre, je veux dire, dis-moi-le au pire, regarde. À la fin de la journée, je vais me coucher, puis c'est pas grave. Là, mais genre, tu sais, c'est bizarre. Et toi, James? Pas de mentir, pour le TDAH, c'est un peu plus facile, je trouve, à le masquer. Moi, je le masque toujours. Donc, j'ai jamais eu comme de situation où j'étais discriminé, sauf où
sauf peut-être quand les professeurs, au début de l'année, au début de la session passée, j'avais pas le Ventus. Et donc, j'arrivais pas à finir mes examens à temps. Puis il y avait une professeure qui était comme, ben, juste réponds aux questions plus vite. Ou comme, c'est pas vraiment un conseil, tu sais. Puis moi, ça me tentait pas de dire que j'avais un TDA à cause du fait que toute ma vie, on m'avait dit que c'était une excuse ou que je fais pas la victime. Donc, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment d'y masquer. Mais tu le vois comme mes actions dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un de comme si je peux pas rester chez moi puis rien faire. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Puis les gens, ils croient que c'est une bonne chose, c'est toujours sortir puis toujours entreprendre des nouvelles activités. Mais pour moi, je veux même pas les faire. C'est vraiment à cause du fait que j'arrive pas à me concentrer à une chose. Puis il faut que je me répande dans 80 choses différentes puis entreprendre des activités que j'ai même pas le temps de faire, mais je vais les faire quand même juste à cause du fait que je suis pas capable de concentrer sur une chose. Et donc, j'ai jamais eu de discrimination, je suis content, mais je sens que j'ai eu des discriminations implicites, ce qui veut dire, par exemple, cet été, j'ai travaillé à la banque, puis des fois, à la banque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient travailler. Puis moi, je finis mon travail vite. Je suis vite. Quand je suis capable de me concentrer, c'est vite, c'est fait. Puis là, on t'est demandé de rester assis au comptoir, puis, tu sais, look like you're doing something, basically. Mais I can't look like I'm doing something. Il faut que je fasse quelque chose. So, j'ouvrais mon téléphone, puis, obviously, tu peux pas faire ça à la banque, ouvrir ton téléphone, mais je suis tellement impulsif, je suis pas capable de juste me tenir puis rien faire que je sens que les patrons, les employeurs, ils comprennent pas ça ou ils veulent juste pas le comprendre non plus. Tu sais, à la fin de la journée, c'est une industrie, c'est une entreprise, il faut que ça roule. Mais je sens que les employeurs et surtout le droit, tu sais, même aux conférences, quand on va parler au networking event, des fois, c'est difficile de juste écouter quelqu'un pendant longtemps. Surtout, En plus, c'est draining. C'est draining. T'es actif. Oui, exactement. Puis là, they expect you to just sit there and listen the whole time without... Tu figettes pas. Figettes T'es pas. comme ça, puis t'es comme, oui. Exactly. So là, tu sais, Je comprends tout. Exactly. Like, and I'll take like little, like I'll have like des billes dans ma poche and I'll like play with them or like I have elastics and I'll play it in my pocket. C'est des bonnes astuces. Oui, c'est ça, mais ils voient pas ça. Ils voient pas ça que je fais ça, mais je peux pas le démontrer devant tout le monde que je suis en train de jouer avec un élastique, même si comme en principe ça fait rien à personne que je suis en train de jouer avec un élastique là. C'est l'image. Exact, c'est l'image. C'est vraiment ça c'est un bon point. Je sens que je peux pas démontrer aux gens que j'ai un TDA à cause de l'image que je veux pas portray. Genre. Il y a Oui, beaucoup d'emphase sur l'image en droit. Ouais. Exactement. C'est axé sur l'image. Genre, les gens... On a eu une conférence avec Vincent Caron, puis il a dit une des aspects les plus importants du droit, c'est l'esthétique. Tu sais, c'est l'esthétique de comment tu te présentes, comment tu écris tes paragraphes, c'est quoi ta réputation. Et donc, c'est super important de garder cette image-là. Puis tantôt, quelqu'un a dit à Katrina, « Ah, t'es une championne, c'est quoi qu'elle a dit? » Lâche pas, t'es une championne. Lâche pas, t'es une championne. Tu fais vraiment te sentir comme ça, comme une victime, comme t'as été chanceuse d'ici, puis là, tu fais ton mieux. Genre, je fais pas de mon mieux, je suis là, je suis en train de faire exactement ce que les autres y font. C'est exactement ça. On est tous arrivés à même... Oh, il va falloir que je parle plus proche. Ouais. On est tous arrivés ensemble. On a tous été acceptés. Voilà. Oui. Je veux dire, on est tous au même niveau, là. Dans ce sens-là. Fait que Oui. ça fait pas que j'ai été chanceuse ou que je suis une championne puis qu'il faut pas que je lâche. Moi, j'ai mes buts, toi, t'as les tiens, puis on va prendre nos chemins. Mais quand tu parlais de, justement, le fait de fidgeter, Ouais. genre, t'es pas capable d'écouter à personne, tout ça. Genre, honnêtement, je te file, mais genre vraiment beaucoup. Parce que moi, c'est aussi comme ça. C'est pourquoi aussi j'en fais pas d'événements de réseautage, parce que ce serait trop compliqué. Mais genre, tu sais, moi, mettons, ce qui est dans mon niveau de communication, ça serait genre... Oui, justement, stimer, parce que moi, comme toi, tu fidgettes, moi, je stime, fait que je me berce, comme vous voyez plus tantôt que je fais. Je vais jouer à mes cheveux, mais ils sont attachés, fait que je peux pas le faire, mais sinon, vous verrez, je suis quasiment en train de les arracher. Je vais faire plein de trucs. Si je réfléchis, ça se peut que vous me voyez, je suis juste en train de comme gosser avec mes doigts, en train de faire des torsions de doigts. Puis ça, il faut pas le faire, justement, parce que l'image est importante. Et justement, le fait que je regarde pas aussi, ça fait partie de l'image. Mais genre, naturellement, si je veux te regarder,
si je te parle, c'est pour m'assurer que tu es encore là et que tu m'écoutes. Parce que ça m'est arrivé que des fois, je parlais tout seul. Puis quand je me suis retrouvée, la personne n'était plus là. Puis sinon, quand j'écoute, je regarde jamais. Parce que je me concentre à essayer d'entendre. Et ça, malgré toutes les choses sensorielles qui peuvent arriver. Donc, parce que moi, en plus, je suis pas capable de faire la hiérarchisation des sons. Fait que ta voix, je vais l'entendre autant fort que la personne qui mange des chips à 2 mètres. Il y a ça. Puis aussi... désolé d'avoir cut off, mais je te comprends à 100%. C'est ça, genre. Oh mon Dieu, genre... Je déteste... Parce que moi, j'adore parler avec les gens. Comme, je parle avec tout le monde. J'adore écouter, mais j'aime écouter une personne. Tu sais, si if it was up to me, I'd be listening to that person only. Mais quand quelqu'un d'autre vient me parler ou vient me toucher ou j'entends un petit bruit de loin ou que peut-être j'ai pensé, peut-être, je crois que je devais retourner chez moi puis cuisiner puis faire... Tu sais, je suis en train de penser à comme 10 choses à cause qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de moi. Ça fait en sorte que les gens, ils se sentent pas autant importants quand ils me parlent. Mais c'est pas vrai, comme... C'est pas parce que vous êtes pas intéressé. C'est juste moi qui est pas capable de me concentrer pour 30 secondes. Puis, on parlait de l'image, puis surtout à un networking event, quand des choses comme ça se passe, t'es devant un avocat qui peut t'employer dans le futur. So, quand tu essaies de vraiment te concentrer, t'es plus toi-même. Et c'est ça que tout le monde oublie, c'est quand on fait du masking, t'es juste plus toi-même. So, quand t'es plus toi-même, t'es pas capable to reach your full potential, because it's not really you. It's a mask that you're trying to put on, and when that mask is I'm not going to repeat myself, but the mask doesn't make you reach your full potential. Ça couvre. Ça couvre. C'est ça, mais l'affaire, c'est qu'au final, t'écoutes pas parce que, admettons, moi, ce qui se passe dans ma tête quand je parle à quelqu'un, puis que c'est important, puis qu'il faut que j'écoute, puis qu'il faut que j'ai une bonne image surtout, c'est surtout l'image qui est importante. En fait, en général, dans mes interactions sociales, ça va être genre, regarde un peu, hoche la tête, OK, détourne le regard, 1, 2, 3, 4, 5, OK, regarde encore, souris, hoche la tête, regarde encore ailleurs, réponds quelque chose de random, genre un pour faire la job que t'as écouté alors que t'as rien suivi pantoute. C'est vraiment ça. C'est que de la pratique. À chaque jour, j'imagine que c'est la même chose pour James. Fait que je vais dire un « on », mais on sent comme si on était des acteurs. Puis qu'à chaque jour, c'était une mise en scène, puis qu'on doit donner une prestance. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que... Non, c'est très bien dit, parce que moi, je retourne chez moi, puis je suis fatigué. Ça prend une charge. C'est une charge mentale de... Ah, ben oui. De fou. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y a aussi une affaire en psychologie, c'est la théorie des cuillères. Dites-vous que... Mais là, c'est appliqué aux personnes autistes, mais j'imagine qu'on peut quand même l'appliquer au TDAH à un certain point, mais genre, c'est-à-dire, une personne neurotypique va se réveiller avec genre 25 cuillères, ben déjà, juste au cours, une personne autiste va se réveiller avec 15 cuillères. Puis vos cuillères, c'est votre énergie. Puis genre, juste le fait de s'habiller, c'est une cuillère. Le fait d'aller manger, c'est une cuillère. Le fait d'aller aux toilettes, c'est une cuillère. Vous, ça va peut-être prendre toutes ces tâches-là, une seule. Moi, au final, j'en avoir pris comme 5. Fait que c'est pour ça qu'à chaque soir, j'en reviens, je suis brûlée, je vais me coucher, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien. Oui, c'est ça, fait qu'il y a ça. Puis aussi, une autre affaire, puis c'était une thérapeute. J'avais vu ça sur TikTok, oui, grosse source, full fiable. Mais non, c'est une thérapeute reconnue, je pense qu'elle est française. Puis elle avait dit que, en plus, ça venait même pas de elle, mais ça venait d'une autre personne que là, je m'en rappelle plus parce que j'ai écouté le TikTok il y a des mois, là. Mais elle avait dit que le meilleur truc pour une personne neurotypique ou même juste au cours holistique, fait que genre, ça s'appliquerait, genre, toi, tu peux essayer le petit truc, James, genre, ça serait que pour se mettre dans la peau d'une personne autiste, dites-vous que à chaque fois que vous devez cligner des yeux, il faut que vous vous dites, OK, je dois cligner des yeux. Si tu te ne dis pas ça, pendant au moins, genre, jusqu'à temps que ça te tente. Mais si tu te dis pas ça, ben, tu peux pas cligner des yeux. Fait que, je te vois cligner des yeux. Est-ce que tu te dis, OK, je peux le faire à chaque fois? Non. OK. Mais genre, imagine. Fait que, ben, souvent, une personne normale ou lambda, peu importe, va se dire, OK, après quelque chose, ça étape ses nerfs. Ben, nous autres, on doit faire ça, mais genre, à chaque journée. Puis pas nécessairement pour cligner des yeux, mais genre, dans tout ce qui est fonction exécutive, etc., parler, agir. Donc, il y a un dialogue dans le dialogue. C'est ça. Ouais. On essayait toujours, genre, moi, je vais sortir, puis je vais être comme, oublie pas ton portefeuille. J'oublie mon téléphone et mon portefeuille. Tu sais, c'est la chose que je me suis dit de faire, je vais faire comme l'opposé, parce que j'y pense tellement, puis après, je me fais distraire, puis après, boum.
j'ai pas fait ce que je devais faire. Same. Puis ça affecte beaucoup les relations, tu sais, genre, comme, I'm not gonna get too deep there. Genre, j'ai un meilleur ami, mais je sens que des fois, j'ai pas des vrais amis parce qu'à chaque fois que j'essaie to relate to someone, I get distracted and I never feel like I'm giving them my full attention. And when someone doesn't feel like they're getting their full attention, they won't want to come back to see you. Exactement. Or they won't care as much for you. It's a normal thing. Même moi, si quelqu'un me donne pas de l'attention comme pendant que je parle, c'est sûr que je vais me sentir un peu irrespectueux, genre comme c'est du disrespect. Mais c'est difficile à faire comprendre aux gens. Et ça, c'est pourquoi, comme au début du podcast, on dirait que j'étais très accusatoire, mais c'est juste parce que c'est très difficile pour... Je comprends de votre côté aussi des neurotypiques, c'est très difficile à comprendre, parce que même moi, je me comprends même pas, tu sais, comme... je veux presque dire excuse pour le début, parce que je voulais pas être accusatoire ou blâmer qui que ce soit. C'est un sujet qui est difficile, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est abstrait, mais... le truc qu'il faut faire le plus, c'est juste poser des questions, puis quand la personne se sent qu'elle doit parler, écouter. C'est tout. Juste écouter. Oh, ow. Mais c'est ça. Vraiment beau. Continue, vas-y. Ouais, non, je voulais dire justement parce que là, James, il s'excuse de genre possiblement ce qui pourrait être sujet à justement interprétation. Et ça revient à mon point de tantôt, de genre justement, si jamais les personnes qui écoutent ce podcast ont des questions de précision parce qu'ils ont l'impression que peut-être que moi, j'ai dit quelque chose qui passe plus ou moins, genre parce que moi, après, genre, c'est bien beau, vous me faites des faces et vous me dites, ah, ça se dit pas, ben genre, voilà, je remarque pas nécessairement rapidement, ça va me prendre un certain temps où je vais catcher après. Surtout, je vais faire, oh non. Mais c'est ça, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi ou avec James, si vous nous voyez ou peu importe, ou sinon, genre, si jamais vous trouvez que ça passait plus ou moins, faites juste pas en penser grand-chose. S'il vous plaît. Parce que quand on est dans un podcast où ce que tout est live, où est-ce qu'on dit des affaires sur le spot, un peu en mode, ben James, lui, ça fit dans son impulsivité. Oui. Fait que c'est pas si pire, mais moi, il fallait que tout soit préparé. Puis des fois, là j'ai comme été plus dans des zones où ce que je me suis plus laissé... mes capacités orales parler, puis là, il faut pas, tu sais. Fait que, justement, c'est ça. Fait que les gens, là, on s'excuse si jamais. Oui. Vous êtes bien correct. Vous êtes chill. Jusqu'à date, je pense Ouais. que c'est pas ça. OK. Puis, j'ai une dernière question pour vous et ça va clôturer en fait la fin de notre podcast en même temps. Quel conseil donneriez-vous aux autres étudiants neurodivergents qui envisagent des études en droit? Ma bad, j'ai bégayé comme jamais. Bon, moi, je dirais que ce soit étudiants neurodivergents qui veulent aller en droit ou qui sont déjà en droit, genre, lâchez pas, atteignez vos rêves, vous en avez un puis vous méritez comme tout le monde de l'avoir. Très bien dit. Développez, par exemple, un truc que je peux donner, développez vos méthodes à vous et pas suivre les autres. C'est important parce qu'une personne neurodivergente, comme je l'ai dit au début, ne pense pas comme une personne neurotypique. Donc, les méthodes que, peu importe, même si l'université genre, fait son mieux pour donner des méthodes, ça va pas nécessairement marcher, développer les vôtres. C'est important. Moi, par exemple, mes méthodes, c'est qu'à chaque soir, après mon cours, je me filme, je m'enregistre, puis je lis le cours oralement parce que je suis auditive. Fait que je lis pas, j'écoute, puis c'est ça. Mais pas tout le monde fait ça. Puis... Sinon, vous y allez par bout. Vous sélectionnez vos méthodes, mais c'est important de ne pas sentir la pression que tout le monde fait ça. Il faut que je fasse comme eux aussi. Non. Faites vos méthodes parce que sinon, ça ne va pas marcher. N'écoutez pas aussi les autres élèves quand ils parlent de difficultés dans une classe ou whatever, parce que comme j'ai dit, une personne neurodivergente ne pense pas de la même façon. Bien souvent, moi, quand on me dit « tel cours est difficile », c'était pas vrai. Genre, pour moi, c'était pas vrai parce que j'ai une façon de réfléchir différente. Fait que pour moi, ce qui est pour vous est difficile, pour moi est facile. Et pour moi, ce qui est difficile pour vous est facile. Fait que c'est ça que j'ai remarqué, surtout les classes où les notes sont plus basses, moi, j'ai des bonnes notes, tu sais. Et quand les classes sont faciles, j'ai des mauvaises notes. Fait que c'est vraiment... Faut pas se fier sur les « Ah oui, ça c'est comme ça » ou les « J'ai entendu dire » ou que ci ou que ça. Vous faites vos propres avis quand ça va arriver. C'est très, 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 très important. Puis, restez authentique aussi, puis vous-même, essayez pas de faker comme moi puis James, on parle depuis tantôt. Essayez de rester vous-même parce que là, moi puis James, on va avoir creusé un petit passage. Là, on va avoir genre mis un petit chemin, puis genre...
les gens vont être un petit peu plus sensibilisés. Fait que dans toute l'école, j'espère que ça va commencer à s'appliquer tranquillement. Fait que genre, restez authentique, mais restez bien sûr respectueux. Hein. 100%. C'est sûr que, genre, je veux dire, si tu as dit quelque chose qui se disait pas, ben ça se dit pas, puis il faut l'assumer, là, tu sais, c'est complètement normal, mais quand même rester authentique. Aussi respectueux dans des commentaires des autres, si les gens posent des questions. Les commentaires que moi j'ai reçus, puis que je vous ai nommés, là, puis qu'il y en avait beaucoup, puis que c'était même pas toutes, là, mais j'en ai reçu encore plus. Faut rester respectueux. Genre, faut pas comme envoyer promener la personne. T'sais, les personnes, ils ont besoin d'être éduquées sur ce sujet-là. Puis, faut pas les confronter. Moi, je perçois ça comme de la curiosité à un certain point. C'est de la curiosité, pose des questions, puis toi, tu leur réponds. Parce que toi, tu es l'expert de toi-même. Voilà. Moi, c'est ça mon conseil. Ben, moi, je vais vraiment aussi, comme Katrina a dit, soyez authentique. Parce que à la fin de la journée, être authentique, c'est juste dans votre avantage. Le plus que tu es authentique, le plus que tu comprends tes avantages et tes désavantages. Tu sais, je sais que je suis quelqu'un de plus créatif à cause de mon TDA. Puis pendant toute ma vie, je me sentais un peu... I felt like I shouldn't be this way. I should be more, tu sais, peut-être dans les mathématiques, plus dans le concret, plus méthodique dans comment je fais. Non, si je suis pas capable d'être méthodique ou si t'es pas capable d'être méthodique, sois pas méthodique, ça fait juste pas de sens. Fais ce qui est bien pour toi, sois content, puis les commentaires des autres... Tu sais, des fois, il y a des bons critiques. Des fois, il va vraiment avoir des amis qui vont venir te voir puis ils vont dire « OK, je crois peut-être ton méthode d'étude, tu peux l'améliorer dans ce cas-là. » Mais pas tout le temps. Tu sais, à la fin de la journée, comme j'ai dit, sois authentique. Do what you feel is going to better yourself. And then, when you feel like you need help, go ask for that help. Don't be scared. Like, ça sert à rien. Surtout à fauteux. Comme, on oublie à fauteux à quel point c'est spécial. Tu sais, des fois, il y a ces petits moments, là, mais fauteux, c'est une place spéciale où presque tout le monde se connaît. J'ai fait peut-être mes meilleurs amis à vie ici à Fauteux. Donc, ayez pas peur d'être qui vous voulez. Don't be scared to be who you are and don't be scared to speak with people that you know are there for you. 100%. J'ai rien d'autre à dire. Ça va très bien. Oui. Le seul commentaire que moi, j'aimerais rajouter, c'est, après avoir entendu cette discussion, d'avoir de l'empathie pour tout le monde. Puis d'être patient. C'est ça. Je crois que ça résume tout. Un peu Ouais. comment on devrait traiter les autres. Résilience. 100% aussi. Donc, cela nous amène à la fin de cet épisode. Je tiens à remercier encore une fois Katrina et James d'être venus et d'avoir parlé de leur expérience. Je suis certaine que cela va aider les étudiants de Fauteux. De plus, j'aimerais dire que j'ai adoré faire cet épisode avec toi, Nivine. Merci d'être venue, puis à bientôt, Fauteux. Bye. Bye.